Alors bonjour, je m'appelle Pamela Aubertan, je suis une Guadeloupéenne qui fait actuellement des études de doctorat en droit international à l'UQAM au Canada et ici à l'Université des Antilles et de la Guyane en sciences politiques. Alors je m'intéresse beaucoup aux questions d'alimentation, aux questions de faim dans le monde, aux questions de souveraineté alimentaire et à toutes ces questions connexes. Voilà. Alors la production locale est largement favorable à l'importation. Pour plusieurs raisons, je vais en énoncer juste quelques-unes. Premièrement, quand vous favorisez la production locale, vous favorisez des emplois locaux, des emplois pérennes. Si on prend le cas de l'agriculture, eh bien, vous favorisez une certaine occupation du territoire, donc c'est intéressant. Et puis surtout, vous favorisez votre indépendance alimentaire. C'est-à-dire que vous dépendez moins de l'extérieur. Et cela est d'autant plus important que nous sommes actuellement dans un milieu de fluctuation où le prix des denrées alimentaires peut subir des hausses importantes. On l'a vu lors des émeutes de la faim entre 2007 et 2008. Tout d'un coup, on a eu le prix de certaines denrées alimentaires qui ont atteint 50, 70%, voire des fois 200% d'augmentation. Donc forcément, quand vous importez tout de l'extérieur, eh bien, vous êtes beaucoup plus sensible à ces fluctuations de prix. Donc favoriser la production locale, c'est aussi assurer ses arrières, penser à l'avenir et également eh bien, avoir une production plus proche des consommateurs, plus accessible et plus fiable. Alors l'autosuffisance alimentaire peut être un objectif à long terme. C'est sûr qu'actuellement, dans les conditions de la Guadeloupe, une île qui importe 80% de son alimentation, l'autosuffisance alimentaire peut sembler une utopie. Cependant, je pense que c'est quelque chose qui peut être réalisable à condition de s'y mettre maintenant et de planifier. On ne devient pas autosuffisant alimentaire de façon en claquant des doigts. Il faut planifier les choses. En Guadeloupe, nous avons des terres agricoles, nous avons un climat qui est très favorable à l'agriculture, donc il fait chaud et humide. Nous avons des savoirs traditionnels, nous avons des agriculteurs, nous avons des jeunes, nous avons également des instituts de recherche. Donc on a tous les éléments ici en Guadeloupe pour favoriser à terme une autosuffisance alimentaire. Je voudrais également rajouter que de nos jours, c'est vrai que ça peut être utopique, l'autosuffisance alimentaire. C'est pour ça que je préfère parler de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire qu'on essaye de favoriser au maximum la production locale. Donc, par exemple, si on prend le cas de la Guadeloupe, au lieu d'importer 80% de son alimentation, on pourrait se dire qu'on produit 80% de son alimentation et ce qu'il manque, on importe. Donc, ça me semble plus réaliste cette étape-là pour ensuite, pourquoi pas, passer à l'autosuffisance alimentaire. Au cours de ces 10 dernières années, on a vu un certain nombre d'évolutions dans le monde agricole. Donc on a vu une intensification du mode de production d'agriculture traditionnelle où on voit l'arrivée massive d'intrants chimiques, donc pesticides, insecticides, et également l'arrivée des OGM. Donc on a essayé de développer ce modèle d'agriculture destiné généralement à l'exportation, donc une agriculture subventionnée, mais qui fait peser de lourdes charges sur l'environnement, sur la santé, également sur l'économie de d'autres pays. Ce qu'on remarque aussi, c'est que parallèlement à cette tendance-là d'une agriculture très axée sur le marché, très industrielle, est apparue de plus en plus une agriculture qui se veut plus respectueuse des cycles de la nature. Donc on a vu se développer de plus en plus une agriculture biologique qui a commencé vraiment à beaucoup percer au cours de ces 10 dernières années. On a aussi l'autre pendant, une agriculture dite plus raisonnée, où on va utiliser moins de pesticides, moins d'insecticides. Donc on voit cette tendance-là qui se manifeste, une volonté de sortir du modèle traditionnel, donc d'avoir une agriculture plus proche aussi des consommateurs, une agriculture qui permette aux agriculteurs de vivre de leur métier. Donc on voit ces deux tendances qui se chevauchent et c'est sûr qu'actuellement les politiques favorisent plus l'agriculture d'exportation. Mais il y a quand même de plus en plus un soutien beaucoup de la population des consommateurs pour une agriculture plus locale, plus écologique,
qui vous permet de rester plus en santé. Et on le voit notamment d'autant plus depuis la crise alimentaire de 2007-2008, où justement on a vu une volonté de favoriser la production locale, puisque les gens se sont bien rendus compte que l'agriculture industrielle avait ses limites. Et d'ailleurs, on le remarque actuellement, aux États-Unis, il y a eu énormément de sécheresse et les récoltes ont fortement diminué. La même chose pour la Russie, qui sont de gros producteurs de blé, de gros producteurs agricoles, et on se rend compte que quand il y a des accidents climatiques, leur récolte diminue fortement, puisqu'on ne se concentre que sur une seule espèce. Donc il y a beaucoup de tendances dans le domaine agricole actuellement. Maintenant, reste à savoir quelle tendance qui va prendre le relais sur l'autre. Cela va dépendre, à mon avis, des luttes paysannes et des consommateurs. Il y a déjà eu des émeutes de la faim en 2007-2008. Il y en a eu en Haïti, il y en a eu en Afrique, il y en a eu en Asie. Donc les gens sortaient dans les rues pour manifester parce qu'ils avaient le ventre vide. Il faut bien avoir en tête que cette situation de crise alimentaire ou d'émeute de la faim, ce sont des situations qui peuvent aussi se produire en Occident, notamment dans des pays comme les États-Unis ou l'Europe, ou les pays européens, puisqu'on remarque que ces pays ont des populations de plus en plus pauvres. Il faut savoir qu'il y avait un moment, pendant la crise alimentaire, il y avait plus de 20 millions d'Américains qui dépendaient des bons alimentaires pour se nourrir. Ce sont des pays où, justement, les écarts de richesse se creusent de plus en plus et où les denrées alimentaires augmentent aussi. C'est sûr qu'elles n'augmentent pas de la même façon dans les pays dits en voie de développement, mais elles augmentent quand même. Et il faut bien comprendre aussi que le problème de la faim est aussi un problème de pauvreté. C'est aussi un problème d'avoir accès à la ressource pour pouvoir payer ces denrées alimentaires. Or, si la pauvreté progresse en Occident, eh bien, c'est sûr que ces gens-là auront plus de mal à se nourrir aussi. Donc, les risques d'émeutes ne sont pas écartés dans ces pays, qui sont pourtant des pays riches. On entend de plus en plus parler d'OGM un petit peu partout. C'est un débat qui est latent, un débat qui est présent. Et je pense qu'il est important de donner son avis sur cette question-là. Alors j'ai mis beaucoup de réserves sur les organismes génétiquement modifiés pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les OGM s'inscrivent toujours dans ce type d'agriculture industrielle où on va, encore une fois, chercher à faire en sorte que la terre s'adapte à des semences. Alors, toujours ce modèle-là. Deuxième point, on peut remarquer que les OGM, ce sont des organismes qui ont été génétiquement modifiés. Donc on ne connaît pas très bien les conséquences sur la santé, sur l'environnement, sur les autres espèces, parce qu'ils sont lancés dans la nature. Donc l'humain devient un cobaye en ingérant ces organismes. Or, certaines études scientifiques ont montré que les OGM ont eu des impacts sur la santé des rats, notamment l'équipe du professeur Putzai. Donc ça me semble dangereux de nous lancer dans ce projet-là. Troisième point, ces OGM-là, la plupart des OGM qui sont développés, ce sont des OGM qui sont développés pour résister aux insecticides et aux pesticides. Donc, on entre encore dans ce même schéma où on va polluer les sols, ou ce schéma-là qui va polluer l'eau, et un schéma qui va aussi avoir des effets néfastes pour notre santé. En plus, on ne sait pas les conséquences de cette modification sur l'environnement ou sur la santé. Donc ça me semble dangereux. Et puis surtout, on n'a pas besoin d'OGM. On a une diversité d'espèces génétiques et végétales sur la planète. Pourquoi ne pas développer ça? Pourquoi ne pas sortir de ce cadre-là pour pouvoir produire de façon plus saine et de façon plus écologique? Et un des points qui me chagrine avec les OGM aussi, c'est de voir que ce sont des organismes qui font l'objet d'un droit de propriété intellectuelle. Ce qui signifie que quand vous avez un OGM, l'agriculteur doit payer chaque année des redevances à l'entreprise. Donc ça signifie tout simplement que l'on paye pour que la vie se reproduise. Je pense que de niveau éthique et moral, c'est très grave d'en arriver à ce qu'un acte libre et gratuit, un don de la nature, soit payant. Et vous avez, je prends l'exemple d'un fermier canadien, Percy Schmesser, qui s'est fait condamner par la Cour suprême canadienne,
Parce que sur son champ de canola, on a retrouvé des OGM. Or, cet agriculteur n'a jamais voulu planter des OGM. Ses voisins en ont planté à côté, lui n'en voulait pas. Eh bien, figurez-vous qu'il a été condamné par la Cour suprême du Canada au motif que les OGM qui se trouvaient dans son champ appartiennent à la compagnie, qui était en l'espèce la compagnie Monsanto, appartiennent à la compagnie et donc elle a le droit de recevoir des redevances. Alors, devant l'hostilité générale de la population canadienne, les juges ont donné une amende symbolique de 1 $. Mais le principe est que votre champ est contaminé par un OGM, eh bien vous payez parce que ce gène appartient à la compagnie. Or, c'est quelque chose de naturel. Donc tous ces éléments me poussent à émettre beaucoup de réserves sur les OGM. Et aussi une dernière remarque, ce qu'on remarque, c'est que les OGM sont homologués par des agences de la santé sous la base des conclusions des entreprises. Donc c'est très grave. Et il n'y a pas vraiment une évaluation sur le long terme. Donc on ne sait pas ce que ça va donner plus tard. Ce sont les compagnies qui font des évaluations et qui disent ben voilà, mon OGM est inoffensif. Moi je pense que c'est très grave et c'est pour ça qu'il est nécessaire de sortir de cette voie et de cesser de jouer aux apprentis sorciers. On a eu assez de problèmes avec les semences hybrides pour en rajouter avec les semences OGM. Alors on a remarqué lors de la crise alimentaire en 2007-2008 une augmentation assez importante des denrées alimentaires. Alors bien évidemment, il y avait des facteurs comme certains accidents climatiques, comme la production de biocarburants. Mais l'un des facteurs qui a fait le plus augmenter le prix des denrées alimentaires, cela a été la spéculation sur les denrées alimentaires. Et il faut remarquer que depuis la crise économique, la crise des subprimes, beaucoup d'investisseurs se sont orientés sur les denrées alimentaires, puisque ce sont des valeurs qui sont jugées sûres. Effectivement, si l'homme ne se nourrit pas, il meurt. Donc c'est un passage indispensable pour les humains. Et donc c'est un passage aussi qui permet à certains investisseurs peu scrupuleux de se faire de l'argent. Alors, ce que plusieurs spécialistes ont noté, c'est que pendant la crise de 2007-2008, vous aviez des investisseurs et des spéculateurs qui ont réalisé des profits records. Alors cela pose évidemment des questions éthiques très graves. Comment faire autant d'argent alors que d'autres personnes meurent parce qu'ils n'ont pas accès à cet argent-là? Mais d'une certaine façon, il faut bien comprendre que la spéculation n'est que l'aboutissement d'un système. D'un système qui considère l'agriculture comme une marchandise et qui considère que c'est à la bourse de Chicago de fixer le prix des principales denrées alimentaires. Et ça, c'est très grave, puisque souvent, la bourse ou les investisseurs sont déconnectés de la réalité. Et ce qui peut apparaître pour nous comme quelque chose de grave, comme le fait que certains pays perdent leur récolte alimentaire à cause d'un accident climatique, peut apparaître une opportunité pour ces spéculateurs. Ça permet de créer de la rareté, d'augmenter le prix et de se faire beaucoup de profits. Donc c'est pour ça que, à mon avis, il est nécessaire de sortir l'agriculture de la sphère marchande. L'agriculture, c'est notre alimentation. Vous êtes ce que vous mangez. Donc c'est important de la préserver et de la sortir justement de ces fonds vautours ou de ces spéculateurs qui vont continuer et qui continuent toujours à faire des profits alors que d'autres meurent de faim. Donc c'est une situation moralement et éthiquement inacceptable. Alors aujourd'hui, nous sommes à la croisée de plusieurs chemins. Et nous avons déjà expérimenté un modèle qui s'est développé, on va dire, dans les 60 dernières années, qui s'est étendu. Un modèle où on a favorisé une agriculture d'exportation, une agriculture où on a utilisé beaucoup de pesticides, d'insecticides. Une agriculture qui a vidé les campagnes de ces populations. On est un système qui a urbanisé les campagnes, qui les a transformées en routes. Les gens aussi sont sortis des campagnes. Il ne faut pas oublier que jusqu'il y a quelques siècles, dans certains pays ou quelques années, la majorité de la population était une population rurale.
Donc c'était un certain type de valeur qui existait. Et ça, on a mis ça de côté, on a créé un système qui a émergé, comme je le disais tout à l'heure, dans les 60 dernières années, et on en paye les conséquences. La plupart des gens aujourd'hui ont des problèmes de santé, aussi bien de diabète, d'hypertension, de cholestérol et surtout de cancer. Donc on se rend compte que ce modèle nous a rendus malades, ce modèle a transformé nos terres fertiles en des terres arides, ce modèle a épuisé nos nappes phréatiques, et là nous nous retrouvons avec des terres arides, avec des nappes phréatiques et des ressources en eau qui diminuent, avec des rivières polluées, avec des sols pollués, avec notre santé qui va mal. Donc se pose la question d'un choix. Allons-nous continuer dans ce modèle ou allons-nous écouter d'autres agriculteurs, de consommateurs, de militants qui proposent un autre modèle? Un modèle qui est basé sur le savoir de nos grands-parents et de nos parents. Un modèle qui a fait ses preuves parce qu'il faut bien comprendre que l'agriculture c'est une activité millénaire. Et grâce à cette activité, nous avons eu des millions d'espèces qui se sont développées. Et c'est ce modèle qui est respectueux de l'écologie, un modèle qui nous donne une alimentation qui nous permet de rester en santé, en forme. Un modèle qui permet de préserver nos terres, de préserver nos ressources en eau. Alors je pense que le choix me semble évident, mais même si c'est une évidence, il y aura beaucoup de blocages. Mais je pense que nous sommes dans une situation qui se résume à cette phrase-là, périr ou survivre. Nous avons un modèle qui périt, l'agriculture traditionnelle, insecticides, pesticides, OGM, et un autre modèle qui permettrait de nous sortir de ces crises-là et qui nous offre une autre alternative aussi, un autre rapport avec la nature. Donc j'espère que nous choisirons ce modèle-là pour léguer quelque chose de mieux à nos enfants et à nos petits-enfants. Merci Pamela. Merci beaucoup.